En Afrique, la menace terroriste et les dangers liés à l'extrémisme violent se sont multipliés ces dernières années. Véritable fléau, l'extrémisme violent et le terrorisme exacerbent les problèmes de gouvernance et d'inégalité qui sont déjà présents dans certains pays et sociétés et augmentent le risque de conflits violents. Invité de cette édition de décryptage, Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc, revient sur les causes de l'extrémisme qui efface les espaces de dialogue entre les peuples et propose des méthodes pour y remédier. Dr Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc, bienvenue sur Africa 24. Quelle est l'importance de la conférence de l'Union africaine sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement, tenue du 25 au 27 octobre 2022 à Tanger au Maroc? Ce nexus entre ces trois composantes qui relèvent toutes des droits solidaires où les droits sont tissés avec les devoirs est organique, c'est un nexus organique. On ne peut pas rêver de développement s'il n'y a pas de sécurité. Et on ne peut pas rêver de sécurité s'il n'y a pas de paix. Mais on ne peut rêver de rien de cela si les citoyennes et citoyens de ce continent ne s'approprient pas ce devoir-là et voient leur part de responsabilité pour s'en acquitter. Si on reste dans la structure de droit, seulement droit, rien de ceci ne va se faire ni s'opérer. Une telle conférence vise d'un premier côté à jeter de la lumière sur cette problématique multiparamétrale, sécuritaire, question de paix, question de développement, et surtout lorsque le développement est supposé être un développement continu et soutenu. Donc c'est une équation multiparamétrale qu'on doit déconstruire pour avoir la capacité de discerner chaque variable dans cette équation-là. Et ce fait de déconstruire permettrait justement de voir et préconcevoir les solutions possibles et potentielles avec les moyens du bord et peut-être opérer des émulations pour avoir plus de moyens. Ceci commence certainement et d'une manière sine qua non par les ressources humaines et les capacités que devraient retenir et détenir ces ressources humaines pour avoir le pouvoir de mettre la main dans cette pâte, c'est-à-dire équation multiparamétrale qui vise à assurer la paix, la sécurité et le développement dans ce continent. Ces capacités ne peuvent se construire ni s'élever qu'au sein d'universités par le biais de recherches scientifiques orientées. Autrement, la recherche ne va pas percer vers le fait de devenir une recherche fonctionnelle. On est là réunis pour voir aussi les dimensions politiques, d'où la présence de responsables politiques du continent. La société civile est présente, mais aussi les intellectuels, pour essayer un petit peu de couvrir les 9 côtés, à savoir la dimension intellectuelle, la dimension existentielle, la dimension émotionnelle, la dimension sociétale, la dimension internationale, continentale et autres, la dimension universelle, la dimension psychomotricité pour les jeunes et moins jeunes, la dimension de conscience historique de notre continent et la dimension de balance et d'équilibre. Si on ne couvre pas ces dimensions-là, bien sûr qu'on va pouvoir structurer une déclaration de Tanger, mais ce qui va s'en suivre ne va pas être au niveau de nos aspirations parce que ces travaux ne peuvent se faire que par le biais des êtres humains, des ressources humaines, capacités. Les textes à eux seuls, jurisprudentiels, législatifs, ne feraient pas l'affaire. La vision éclaircie à elle seule ne peut pas faire l'affaire, mais il faut traverser avec tout ça vers les émotions
des citoyennes et citoyens, il faut les faire rêver afin qu'ils puissent s'approprier ces projets-là pour opérer justement ce nexus-là et avoir cette multidimensionnalité organique, paix, sécurité et développement pour le continent. La conférence de Tanger a constitué une opportunité idoine de réflexion pour des stratégies et mesures d'éradication des causes de l'extrémisme et du terrorisme dans le continent. De façon concrète, comment ces mesures seront-ils appliquées sur le terrain? Le terrorisme ne peut s'opérer que par le biais de 5 castes. La première caste, c'est la caste des initiatrices et initiateurs. La deuxième, c'est la caste des naïfs qui viennent rejoindre ces rangs. Et la troisième caste, c'est la chair à canon, ces jeunes qui viennent périr et qui veulent passer de 0 à héros en moins de 5. Et puis, il y a 2 castes qui sont invisibles. La première, c'est celle des faucons géostratégiques qui cherchent des points focaux pour investir et cueillir après des retours sur investissement. Et puis les mercenaires qui sont là au service de ces faucons géostratégiques et aussi des initiateurs. C'est par le biais des mercenaires que les trafics humains, trafic de narcotiques, trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de marchandises illicites, le trafic d'antiquités, de produits antiquaires se passe. Et on est en train là de parler de trillions de dollars. Donc il ne s'agit pas seulement d'idéologie ni de religion, mais il s'agit aussi de trillions de dollars, un flot de gains illicites qui est là. Et pour l'assurer, il y a des vortex qui ont été créés, dont le vortex du Sahel. Ça permet le passage de l'Atlantique à la mer Rouge, ça permet la mue vers la Méditerranée, le passage vers la Sicile et vers les autres parties d'Europe pour peut-être aller après au Canada et aux États-Unis. Et on peut voir et étudier les mouvements qui ont lieu et ce sont tous des mouvements qu'on peut qualifier d'investissement pour cueillir des retours sur investissement. Aussi reste-t-il à connaître les drives, c'est-à-dire les moteurs qui font de sorte à ce que les jeunes viennent rejoindre ces courants de terrorisme et d'extrémisme violent. Parmi ces moteurs-là, ces drives, il y a la dimension religieuse qui est interprétée d'une certaine manière. Et donc si on laisse les promoteurs d'extrémisme et de discours de haine dans leur siège confortable à générer le discours et nous seulement à déconstruire ce discours pour produire un contre-discours, ils auront toujours des pas en avance. Et donc ce qu'il faut faire, c'est s'efforcer de faire, c'est de renverser la vapeur, commencer à immuniser notre jeunesse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Si ces jeunes-là sont occupés à faire des choses qui les plaisent, c'est-à-dire qu'ils produisent des capsules, qu'ils fassent des bandes dessinées, qu'ils fassent du théâtre interactif, qu'ils fassent des blogs pour communiquer avec leurs pairs, encourageons-les. Celles et ceux qui n'ont pas de smartphone, achetons-leur des smartphones et accompagnons-les pour qu'ils puissent élaborer des contenus vertueux qui vont contrecarrer ces discours de haine et ils feront ça en s'amusant. Donc ils vont s'approprier ça. La solution n'est pas un abracadabra, mais c'est un travail à arrache-pied, en continuité, d'accompagnement et d'élévation d'immunité intellectuelle, esprit critique, occupation vertueuse, stratégique, qui va ramener ces jeunes-là à préparer leur vie, à être éligibles pour de bonnes bourses dans de bonnes universités, à produire même de l'argent, parce que s'ils deviennent successful dans le domaine de production de capsules, ils auront des vues, ils auront des clics, ils auront des likes, et ça va générer des gains. Si on miroite un tel devenir, une telle approche, soyons sûrs que les jeunes vont y adhérer. Le Royaume du Maroc l'a fait, ça a réussi, on le fait depuis
5 années maintenant en continuité et c'est en ascendance. Cette démarche réconciliatrice n'est-elle pas un peu idéaliste dans un monde de fait d'antagonisme? C'est l'expérience qu'on a menée sur le terrain et qui a ce titre-là que j'ai énoncé. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Puisque ces jeunes âmes, ces jeunes garçons, ces jeunes demoiselles vont devoir étudier, qu'ils le fassent d'une manière qui va les intéresser. Puisque ces jeunes vont avoir des activités parascolaires, qu'ils le fassent de bon goût, qu'ils le fassent en y adhérant corps et âme. Puisque ces jeunes gens vont consommer des capsules vidéo, qu'ils en produisent, qu'ils agissent pour gagner de l'influence, pourquoi pas, mais que cela soit une influence virtueuse constructrice. Donc on a opéré cette pratique-là, même sur les terrains de jeu, les terrains de sport, et on a vu que si on lance ces compétitions, qui va produire la meilleure capsule, qui va énoncer la meilleure problématique, qui va avoir les meilleures prises, eh bien, il y a un déferlement et il y a une acceptance de cette dynamique-là. Et cela ne va pas se restreindre à cette approche-là. Il y aura le rôle de l'enseignement, il y aura le rôle des sécuritaires, il y aura le rôle des intelligences, il y aura le rôle toujours de l'armée, il y aura le rôle des banquiers qui vont arrêter le blanchissement d'argent, il y aura le rôle des législateurs qui vont faire de sorte à ce que les lois garantissent la paix et la sécurité et qu'elles soient des lois ratifiées et acceptées par les citoyennes et les citoyens. Et pourquoi pas essayer de faire de sorte à ce que les citoyennes et les citoyens produisent ces lois par le biais de discussions avec leurs élus, etc. Donc on est en train de parler de dynamique, on n'est pas en train de réinventer la roue, parce que ces choses se font, mais on aimerait que cela se fasse d'une manière plus organique et plus stratégique. C'est tout. On ne va pas réinventer la roue pour autant. Selon l'UNICEF, plus de 125 000 enfants soldats vivent en Afrique et pour plusieurs États africains, la lutte contre le phénomène d'enfants soldats est une priorité. Quelle stratégie proposez-vous pour améliorer la lutte? C'est justement parce qu'on n'a pas opéré ces stratégies de manière scientifique avec les critères, indices et indicateurs d'évaluation, de mesurabilité, d'une manière, comme je disais tout à l'heure, fonctionnelle et évaluable. On n'a pas opéré ces actions de manière stratégique. Et c'est pour ceci que cela ne donne pas les résultats préconçus. Lorsqu'on jette les graines sans les suivre, sans essayer de les protéger par peut-être des pesticides, sans fertiliser le terrain, sans faire ce qu'il y a à faire, eh bien ces graines, elles vont finir dans les estomacs d'oiseaux ou bien de vers de terre qui vont les consommer. Il faut suivre les actions et essayer non seulement de les coordonner, mais de les symphoniser. Et c'est là où le bas blesse, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans la majorité de nos pays africains, on n'a pas de structure qui fait ce travail de suivi hors temps politique. On le fait au sein du temps politique, et lorsque le gouvernement change, pour une raison ou une autre, les politiques vanissent. Il faut essayer de mettre en place des structures pérennes qui transcendent le temps politique. C'est justement ce que le Royaume du Maroc a réussi à faire. Et c'est pour ça qu'on a même opéré la MEU pour parler aux revenants de Daesh et du Sahel et des autres régions de turmoil. Et on ne les a pas approchés comme étant seulement une source de problèmes, mais aussi une source d'information, une source de savoir-faire, une source d'intelligence dans ce domaine, comme dans le domaine de l'addiction. Les meilleurs coachs anti-addiction sont ceux qui ont déjà opéré une descente aux enfers. Donc ils savent comment rescaper
leur père, ils savent leur parler. Et donc, ici au Royaume du Maroc, on a réussi à installer des structures pérennes, hors temps politique, et qui travaillent en continuité. Et on a pu rescaper quand même de bon nombre de ces revenants et qui sont aujourd'hui opérationnels. Ils travaillent sur le terrain, ils élaborent des stratégies, ils ont leur revue. Il y a d'aucuns parmi eux qui sont revenus avec un degré de brevet. Aujourd'hui, ils sont docteurs. Et donc, c'est le travail en continuité, pérennisé, qui peut donner des résultats à cet égard-là. Autrement, on ne peut pas se blâmer pour le fait que on est en train de faire ça, mais ça ne donne pas de résultats parce que c'est disloqué, parce qu'il n'y a pas de critères, ni d'indicateurs, ni d'indices de suivi et d'évaluation et de refonte de ces approches-là pour qu'elles soient plus efficientes. De façon générale, les jeunes se plaignent de leur faible implication dans les stratégies de lutte contre l'extrémisme violent. Qu'est-ce qui coince et comment mieux les impliquer? Elle est légitime parce que l'extrémisme est la patate chaude, que tout le monde se jette, il veut s'en débarrasser. Pour les politiques, ils diraient que ce sont les économistes qui devraient essayer de stratégiser et assurer des postes de travail. Les économistes diraient que ce sont les intellectuels qui n'écrivent pas, qui ne rédigent pas, qui n'inspirent pas. Les intellectuels diraient que ce sont les théologiens qui devraient contrecarrer ce fléau néfaste de terrorisme. Et donc si on continue à se jeter cette patate chaude entre les mains, on ne va jamais en finir. Donc il faut arrêter ceci et mettre en place, encore une fois, une structure plurispécialité, pluridimensionnelle et responsabilisée avec toutes les modalités de rente de compte. Et cela doit s'opérer d'une manière qui aura la dimension gouvernementale présente, avec son appui, avec son accompagnement. La dimension société civile doit aussi être intégrée et impliquée. La dimension universitaire et académique devrait aussi être impliquée. La dimension théologienne, et ceci au sein d'une structure conseil où tous ces gens figureraient et qui travailleraient en organicité et en complémentarité pour qu'on cesse de jeter la patate chaude les uns aux autres et se blâmer les uns aux autres et les autres. Quelle appréciation faites-vous de l'action du Maroc dans la lutte contre l'extrémisme violent et respect des droits de l'homme en Afrique? Le royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est hyper conscient du fait que ce n'est pas l'approche herculienne qui paierait, mais c'est l'approche symphonisée, où chaque État membre de l'Union africaine s'acquitterait de ses responsabilités et devoirs. Et le royaume du Maroc aspire à émuler cette tendance-là par opérer toutes les choses qui sont dans ses possibilités pour inspirer à ces égards-là. Et donc, si dans l'absence de guide, avec des clauses et des entrées qui ressembleraient à des chartes, et cette charte devra dériver d'une stratégie qui va être partagée, qui se doit d'être partagée entre les pays membres, qui ne peut être élaborée que dans des espaces tels que celui-ci, c'est-à-dire la cogitation collective. Et c'est cette cogitation collective qui est accompagnée par le bon reporting idoine qui pourra nous assister à cueillir les idées phares, les idées motrices qui nous permettraient d'opérer cette mue vers une Afrique où il y aura la paix, où il y aura la sécurité et il y aura un développement continu. Donc notre appréciation ici au Royaume du Maroc, que les choses se font et
qu'elles se font de mieux en mieux, mais cela reste au-deçà des aspirations de nos concitoyennes et concitoyens dans ce continent-là. Donc on devra s'efforcer pour mieux inspirer, pour mieux intégrer, mieux, je dirais même, mettre dans le coup et les uns et les autres, c'est-à-dire la société civile, les politiques, les gouvernements, les intellectuels, et tout le monde devra apporter sa pierre à cet édifice-là pour qu'on puisse, d'une manière ascendante, nous rapprocher de ce rêve commun, qui est un rêve légitime et qui est un rêve qui reste dans nos cordes, parce que la volonté des Africaines et des Africains est jusqu'à présent une volonté qui a fait ses preuves, et on n'a que le devoir de persévérer dans cette direction-là. Monsieur Ahmed Abadi, secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, comment une chaîne panafricaine comme Africa 24 peut-elle accompagner davantage dans la lutte contre le terrorisme? Les cosmologies locales les acceptent et ne les rejettent pas. C'est là où commence